Des images qui montrent aux Américains la guerre de la manière la plus réaliste qui soit, en couleur. En 1943, le monde est en guerre. L'Amérique se bat dans le Pacifique. À la différence des Européens, les Américains ne connaissent ni la faim ni les bombes. Pour eux, la guerre est lointaine. Roosevelt, qui veut inciter les civils à se plaindre moins et à se sacrifier davantage, va lever l'interdiction de montrer dans la presse des cadavres de soldats américains. Pour mobiliser le pays, il va mettre sous ses yeux le quotidien de ceux qui se battent. Des caméramens reçoivent pour mission de filmer tout ce qu'ils voient sur le plus vaste théâtre des opérations du monde, l'océan Pacifique. Des images qui montrent aux Américains la guerre de la manière la plus réaliste qui soit, en couleur. « 7 décembre 1941. Le samedi soir s'achève dans les dancings de Pearl Harbor. Le matin se lève sur un dimanche tropical. Brusquement, des avions japonais surgis de nulle part survolent Hawaï. Les premières bombes frappent à 7h40. Elles visent l'escadre américaine du Pacifique, stationnée à Pearl Harbor. Plus d'une centaine de bombardiers japonais éventrent les pistes, détruisent la base et ses navires. Le lendemain, c'est la guerre. Ces images sorties des archives nationales américaines ne sont pas authentiques pour autant. Ce faux est l'œuvre d'un des plus grands cinéastes de Hollywood, John Ford. Il a été appelé par la Navy et très confidentiellement, on lui a demandé de remettre en scène sur place l'attaque japonaise. Pour les scènes de bombardement, de la rade et la destruction des cuirassés, il a recours à des maquettes. Mais la fiction et la réalité se marient mal. Le résultat laisse à désirer, il sonne faux. Quant au contenu, il est si maladroit de propagande que le chef d'état-major, le général Marshall, préfère retirer le film de la circulation. Roosevelt, qui connaît l'impact des images sur l'opinion, décide de traiter la guerre avec réalisme. Il envoie des caméras filmer la vie des hommes en première ligne, à commencer par les porte-avions rescapés de Pearl Harbor. Au début de 1942, ils partent en guerre, cap à l'ouest, à la recherche de la flotte japonaise dans le Pacifique. Ces porte-avions sont appelés à devenir les pièces maîtresses d'un jeu d'échecs aux dimensions du Pacifique. À la fin de la guerre, l'Amérique en possédera plus de 120. Un porte-avions lourd, c'est une centaine d'avions, des milliers de litres d'essence, des tonnes d'explosifs et 3000 hommes d'équipage. Ces jeunes Américains, dont la moitié n'avaient jamais vu la mer, vont achever leur formation à bord. Comme il faut bien assurer leur vie quotidienne, chacun exerce ses compétences, retrouve son métier d'origine dans ces véritables villes flottantes. L'hôpital n'est pas encore débordé, les patients sont rares. Dès qu'un exercice est déclenché,
Ces boulangers, ces bouchers, ces cordonniers quittent leurs tâches pour rejoindre un poste de combat. Cette multitude de marins est au service d'une poignée d'aviateurs, les pilotes de l'aéronaval. Eux enchaînent appontage et décollage. Ils apprivoisent le pont étroit et court de ces porte-avions sans cesse en mouvement. Les sensations n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont connu à terre. Le maître de ce ballet aérien, c'est le Batman. La moindre approximation de sa part, ou de celle du pilote, peut se révéler catastrophique. Les caméramens ont reçu quelques consignes sur leur mission. Il ne s'agit pas de briser le cœur des mers, ni de décourager les vocations. Alors, à en croire les images de la Navy, les risques à bord d'un porte-avions seraient d'abord les coups de soleil et le mal de mer. À y regarder de plus près, les heures sont longues dans ces prisons flottantes. Les jours se suivent et se ressemblent, monotones. Dans leur courrier, ils confient qu'ils ont trop de temps pour penser à ce qui les attend. Lorsqu'ils contemplent une carte, ils mesurent l'immensité du Pacifique. De San Francisco, il faut 10 jours pour aller à Hawaï, près d'1 mois pour atteindre Shanghai. Certains cherchent à s'informer sur ce Japon qui leur a imposé la guerre. Il n'en avait qu'une image vague et exotique à travers des films comme celui-ci, rapporté par un voyageur. Ce Japon n'était, à leurs yeux, peuplé que de tendres et fragiles Madame Butterfly. Ils ne voyaient qu'un pays raffiné, immobile, qui chaque printemps célèbre la beauté éphémère des cerisiers en fleurs. Pourtant, un autre Japon se cache derrière ces geishas, préoccupés de cérémonies du thé, d'estampes et de kimonos de soie. Ce pays, c'est aussi celui des samouraïs, avec leur redoutable code de l'honneur, le Bushido. À la veille de la guerre, le pays célèbre son 2600e anniversaire. Tout au long des siècles, ces chevaliers, ces seigneurs ont cultivé le dédain de la vie, le mépris du danger, la volonté déterminée de mourir en héros pour leur maître. Ils sont les sujets fidèles du Mikado, l'invisible fils du soleil. Le Japon regarde depuis toujours son empereur comme un dieu. Cet empereur divinisé règne, mais laisse la réalité du pouvoir à une caste de dirigeants dominés par les militaires. Si les traditions sont immuables, le progrès en moins de 100 ans a fait du Japon une nation moderne. Pourquoi ne pas imiter l'Occident, s'interrogent les militaires japonais. Pourquoi ne pas se tailler un empire colonial et s'accaparer ces richesses naturelles qui font défaut au pays? La Chine, son voisin, est une proie toute trouvée. En juillet 1937, les Japonais envahissent la Chine sans déclaration de guerre. Un conflit particulièrement cruel commence. Lorsque Francis Line, un amateur américain, tourne ces images, il doit demander l'autorisation à l'occupant japonais. Shanghai garde les traces de sa défaite. Pillage, viol, les habitants n'oublieront jamais l'invasion, même si les exactions n'ont pas atteint la cruauté d'autres cités. À Nankin, les Japonais ont massacré à travers les rues plus de 100 000 civils, y compris les femmes et les enfants. Shanghai est à l'époque la première place financière et le plus grand port chinois. La cité des aventures et des aventuriers. Tintin et Malraux ont arpenté ces rues. Les Français et les Anglais, installés dans les concessions internationales, commencent à plier bagages. Ils sont encore provisoirement épargnés, mais Tokyo a annoncé que c'en est fini de la politique de la porte ouverte aux étrangers. Des Japonais proclament que leur invasion de la Chine a pour but de libérer le monde asiatique de la race blanche.
C'est une attaque directe contre les grandes puissances. En janvier 1941, l'Amérique célèbre la réélection triomphale de son président. Franklin Roosevelt inaugure son 3e mandat. Le président américain, qui sent grandir la menace en Extrême-Orient, s'oppose aux prétentions japonaises. Il annonce un embargo sur les fournitures de pétrole au Japon. La menace est mortelle pour ce pays dépourvu de sources d'énergie. La réponse des Japonais à Roosevelt, ce sera Pearl Harbor. Au lendemain de l'attaque, les Américains ne peuvent que mesurer l'ampleur du désastre. 7 bateaux sont coulés, plus de 2000 Américains ont été tués. Roosevelt a déclaré la guerre au Japon, mais les militaires constatent qu'ils ne disposent pas des moyens nécessaires à une riposte efficace. Les États-Unis vont devoir se résigner impuissants à l'expansion ennemie en Extrême-Orient. En quelques mois, les Japonais accumulent victoires et conquêtes. Ils écrasent les Anglais à Singapour. Ils chassent les Américains des Philippines. Ici, ils attaquent Ceylan. Ce bombardement brutal sur Colombo le dimanche de Pâques 1942 tuera 500 marins britanniques et de très nombreux civils. Au peuple sous tutelle coloniale, les Japonais déclarent que l'Empire nippon va apporter la liberté et qu'il les affranchira de l'impérialisme étranger. Tout ce qui est occidental est à leurs yeux définitivement haïssable et nuisible. Mais derrière ce discours, il y a la réalité, les richesses de ces colonies qu'ils convoitent, l'Indonésie néerlandaise et son pétrole, la Malaisie et son caoutchouc. Défaite après défaite, l'inexorable progression des Japonais à travers le Pacifique place chaque jour plus bas le moral des Américains. Roosevelt réclame à son état-major une riposte spectaculaire. Il faut prouver que l'adversaire n'est pas à l'abri des coups. L'Amérique fait confiance à la détermination de ce président, victime de la poliomyélite, cloué dans sa voiture avec un corset de fer, mais dont nul ne doute qu'il saura se battre. Les Américains vont imaginer un raid mémorable contre le Japon. Une opération destinée à frapper l'opinion. C'est le lieutenant-colonel Doolittle, célèbre aviateur de l'entre-deux-guerres, qui a été chargé de mettre en œuvre un projet a priori chimérique, bombarder Tokyo. À l'époque, aucun avion n'est en mesure de voler jusqu'au Japon. Pourtant, un porte-avions continue à filer droit devant lui, au nord-ouest du Pacifique. Doolittle, protégé par une douzaine de navires, se prépare à faire décoller du Hornet des bombardiers B-25. Ces avions de 15 tonnes n'ont jamais été conçus pour les porte-avions. Ils décollent sur des pistes de près d'1 kilomètre. Doolittle a affirmé que ses pilotes pouvaient se contenter des 200 mètres du pont d'envol. Chaque jour, l'hydravion d'observation est catapulté. Il fouille la mer aux alentours pour vérifier que la voie est libre, qu'aucun navire de guerre japonais ne risque de croiser leur route. Les chances d'échapper aux patrouilles japonaises sur de telles distances sont minces. Il faut traverser tout le Pacifique d'est en ouest. On a dû prévoir un ravitaillement en cours de route. Le rayon d'action des porte-avions est insuffisant pour faire l'aller-retour.